il y a pire que la mort, quand la vie n'est devenue qu'une survie hurlante, dont la seule espérance est celle de l'ultime délivrance. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir à l'Assemblée nationale. Vous êtes sur LCP et on va revenir sur un débat qui a marqué l'hémicycle. Nous sommes au printemps 2025. À l'ordre du jour, il y a un débat sur la fin de vie. La discussion sur ce texte ultra sensible avait été interrompue l'an dernier par la dissolution de l'Assemblée nationale. Un an plus tard, le débat revient avec deux propositions de loi, l'une pour développer les soins palliatifs, l'autre pour créer un droit à l'aide à mourir. Alors il y a un homme qui est investi de longue date sur le sujet, c'est le rapporteur général Olivier Falorni qui salue une loi de liberté. Il n'y a rien de plus beau que la vie. Et aimer la vie comme je l'aime, c'est vouloir qu'elle soit la plus belle possible jusqu'à sa fin. Il n'y a rien de plus beau que la vie, mais il y a parfois pire que la mort. Oui, il y a encore pire que la mort quand la vie n'est devenue qu'une inexorable agonie. Oui, il y a pire que la mort quand la vie n'est devenue qu'un océan de souffrance que rien ne peut apaiser. Oui, il y a pire que la mort quand la vie n'est devenue qu'une survie hurlante dont la seule espérance est celle de l'ultime délivrance. Qui parmi nous n'a jamais été confronté dans sa vie à cette question existentielle? Que veut dire vivre quand vivre n'est plus que souffrir sans espoir de guérison? Cette question, nous ne devons pas l'occulter. Au contraire, nous devons l'aborder avec respect et humilité. Le respect d'écouter les malades et de ne pas s'arroger le pouvoir de décider pour eux-mêmes. L'humilité de ne pas prétendre avoir la vérité. L'humilité d'avoir des convictions mais pas de certitudes. Certitudes qui se fracassent d'ailleurs parfois sur la réalité d'expériences personnelles et douloureuses et qui bouleversent alors souvent les points de vue sur la fin de vie. Au fil des ans et des lois, depuis 1999 jusqu'à 2016, deux droits essentiels ont été conquis. Le droit de ne pas souffrir, en obtenant que la souffrance ne soit plus considérée comme inévitable et encore moins nécessaire. Et le droit de ne pas subir, en obtenant le droit de dire non à l'acharnement thérapeutique, de dire stop à l'obstination déraisonnable. Cela semble aujourd'hui être des évidences. Cela ne l'était pas il n'y a pas si longtemps. Notre devoir est donc de faire de ces droits une réalité, partout et pour tous. Cela passe par le renforcement et le développement massif des soins palliatifs qui sont la réponse principale. Mais comme toute médecine humaine, et malgré le professionnalisme et le dévouement des soignants, ils sont dans certaines circonstances démunis face à certaines souffrances réfractaires ou insupportables. Et c'est pour cela que ce texte propose un ultime recours, celui d'une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie, mais qui ne veulent pas être condamnés à l'agonie. Une réponse principale et un ultime recours. Deux propositions de loi qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent. C'est sur cette conviction que repose ce texte sur le droit à l'aide à mourir dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur général. Un texte qui a été largement adopté en commission par les 2/3 des députés. Un texte qui est solide et équilibré. Un texte qui est solide car équilibré. Et je veillerai en responsabilité à ce qu'il le reste. Un texte enfin qui porte nos valeurs républicaines. Oui, c'est une loi de liberté. La liberté de disposer de sa mort, à l'image de la liberté de disposer de son corps que nous avons sanctuarisé dans notre Constitution. Oui, c'est une loi d'égalité qui permettra de ne plus avoir à s'en remettre à la clandestinité ou à l'exil pour éteindre la lumière de son existence. Oui, c'est une loi de fraternité. La fraternité d'accompagner chacune et chacun jusqu'au bout du chemin, conformément à ses choix et à sa volonté.
Côté gouvernement, c'est Catherine Vautrin qui porte le texte. La ministre, en charge de la Santé, a promis d'être sur le banc pendant toute la discussion du texte en séance publique. Elle défend une loi de progrès et promet de veiller à rechercher l'équilibre entre les souhaits des uns et les lignes rouges des autres. Tous, dans cet hémicycle, nous partageons, je pense, la volonté de soulager la souffrance des malades en fin de vie. En revanche, pour y parvenir, les moyens divergent. Nous sommes donc appelés à débattre d'un sujet extrêmement sensible, un sujet éthique, un sujet médical, un sujet juridique, un sujet qui appelle de notre part humilité et humanité. Et c'est là l'honneur du Parlement, que de s'emparer des sujets les plus graves, les plus bouleversants, et de trouver le point d'équilibre respectant les attentes des uns, les préventions, voire les oppositions des autres. J'ai à nouveau l'honneur de m'exprimer à cette tribune pour porter cette question qui touche chacune et chacun d'entre nous. Une question intime à laquelle nul ne peut rester étranger. C'est à la fois une femme, une fille, une mère, une élue, que les expériences de la vie ont fait évoluer, qui aborde ce débat avec toute l'humilité que requiert le sujet. Pour reprendre les mots du président de la République, la fin de vie est un vertige qui bouscule, un vertige qui interroge, qui convoque des convictions intimes et personnelles, souvent profondes. Les Français se sont saisis de ce débat parce qu'il les concerne profondément. Tous savent qu'un jour, ils pourraient y être confrontés, pour eux-mêmes ou pour un proche. Actuellement, la fin de vie est régie par la loi Claes-Leonetti qui avait été votée en 2016, mais nombreux sont ceux qui pointent les limites de cette loi en estimant qu'elle ne permet pas de répondre à toutes les situations, notamment au cas de malades en phase terminale et en très grande souffrance dont le pronostic vital est engagé à court terme. L'accompagnement et la prise en charge de la douleur sont encore très largement insuffisants. Conscient que la loi Claes-Leonetti de 2016 ne répond pas à toutes les situations, nous devons proposer une autre réponse, strictement fondée sur 5 conditions cumulatives et précises, bien encadrées, pour que les patients dont rien ne peut plus apaiser la souffrance, malgré tous les accompagnements possibles aujourd'hui, puissent avoir la liberté de choisir leur fin de vie. C'est l'attente de certains de nos concitoyens qui nous conduit à regarder les limites du cadre actuel pour certaines situations de fin de vie. J'entends bien sûr toutes celles et ceux qui demandent pourquoi légiférer à nouveau. La loi Claes-Leonetti existe déjà. La sédation profonde et continue jusqu'au décès est une avancée majeure et cette loi du 2 février 2016 doit être aujourd'hui mieux connue, mieux appliquée. Mais il ne s'agit pas, et je voudrais le rappeler ici, d'un acte anodin. La sédation profonde et continue, lorsqu'un patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé en fait la demande, génère l'arrêt des traitements, de tous les traitements, y compris la nutrition, et l'endormissement irréversible. C'est donc une démarche lourde qui accompagne inéluctablement vers la mort. Les 2 auteurs de ce texte de loi, auxquels je redis mon respect et mon attachement, n'en partagent pas la même lecture. Pour Alain Claes, que je salue et que je cite, ce n'est pas un acte létal, mais c'est déjà de l'aide à mourir. On ne se réveille pas. Pour Jean Leonetti, je cite, « C'est une façon de soulager les souffrances du malade. Dormir n'est pas mourir. » Les professionnels de santé que j'ai rencontrés m'ont précisé que cette pratique reste aujourd'hui peu utilisée. L'accompagnement global et la prise en charge de la douleur en soins palliatifs répondent dans de nombreux cas aux besoins des patients. Mais cette loi, je le redis, ne répond pas à toutes les situations. La quête de consensus sur ce sujet sensible de la fin de vie s'annonce longue et périlleuse, signe que cette évolution législative divise les parlementaires. Plus de 2600 amendements ont été déposés à l'ouverture de la séance. Il y a sur ce texte 2066 amendements. Et donc il y aura, je pense, pas mal de temps pour s'exprimer. Chacun
pourra le faire librement, qu'il y a à chaque article des prises de parole sur l'article, donc je crois que ça laissera également du temps de discussion. Je ne peux évidemment pas donner la parole à chaque député ni à chaque groupe, étant donné qu'il y a plusieurs positions dans chaque groupe sur tous les amendements, sinon on en a pour une demi-heure sur chaque amendement et je vous laisse faire le compte. Et donc je privilégierai plutôt un pour, un contre sur chaque amendement. Si je vois qu'il y a des sujets qui demandent à être plus éclairés, je pourrais faire 2 pour et 2 contre, mais je pense qu'il serait déraisonnable de faire que chacun puisse prendre la parole comme il le souhaite sur les amendements. La proposition de loi qui crée un droit à l'aide à mourir divise au-delà des clivages. Dans un même groupe, il y a parfois des positions diamétralement opposées sur un sujet qui touche à l'intime, aux convictions de chacun, parfois aux histoires personnelles et qui suscite des questions à la fois médicales, juridiques et éthiques. Au fil de la séance, les députés en arrivent à l'un des articles clés du texte, celui qui instaure et définit le droit de demander une aide à mourir. Venons à l'article 2. Il y a des inscrits à l'article. Monsieur Monnet. Merci, Monsieur le Président. 4 choses que je voulais aborder. La première, je me sers de mon intervention sur l'article pour le dire. J'aurais pu le faire par un rappel au règlement. Je vous le dis, le 1 pour 1 contre, je le trouve scandaleux. Je ne trouve pas normal. C'est un débat trop important pour ne pas avoir le temps du débat et être muselé dans le débat. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. En commission, il y a une liberté de parole. On a pu s'exprimer et on a pu débattre. 1 pour 1 contre, on s'est bloqué 2 week-ends, on a une semaine complète, on a de l'avance sur le texte. Il faut laisser le débat, c'est pas possible. Sur un texte aussi important, c'est pas possible autrement. Je vous dis ce que j'en pense. La deuxième chose, c'est que j'ai écouté que tout à l'heure, dans les propos liminaires de mes collègues, il y avait une volonté d'avoir un débat correct. Mais pour qu'il y ait un débat correct, il faut qu'il y ait un débat. Enlevez vos amendements de suppression. Et on vote sur l'article après avoir débattu. Je comprends la stratégie des amendements de suppression, mais reconnaissez qu'on n'a pas de débat s'il passe ces amendements de suppression. Alors qu'on a besoin d'avoir un débat. Pourquoi je vous dis ça? C'est que parmi les pour, il y a beaucoup de nuances. Et vous le savez très bien. Et même parfois, on peut se rejoindre entre les pour et les contre. Moi, par exemple, je considère que l'aide à mourir, ça ne peut pas être considéré comme un soin. C'est un acte médical, mais en aucun cas, ça ne peut être un soin. Et moi, j'ai plutôt tendance à en faire un droit d'exception. Pour certains de mes collègues, y compris de mon groupe, c'est différent. Il y a une autre approche. Et il y en a qui sont farouchement contre. Donc vraiment, le débat permettra de montrer toutes ces nuances. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que c'est un droit. On l'a fait, d'ailleurs, c'est sur un amendement de notre groupe. On a fait valider le fait que ce soit un droit. Moi, j'y suis très attaché. Mais ne caricaturons pas le débat. Un droit, ce n'est pas une obligation. Un droit, ça permet un accès équitable et juste à tout le monde. Les gens s'en saisissent ou pas, c'est une autre affaire. Mais un droit, c'est un droit, ce n'est pas une obligation. Je vous remercie. Je vous remercie. Je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas de débat sur chaque sujet et les articles importants. Il y a eu au moins 14 ou 16 prises de position sur le premier article. Ici, il y en aura encore une vingtaine sur cet article. Et nous sommes 8 fois plus qu'en commission. Et donc, nous ne pouvons pas laisser traîner les débats. Il y a 2049 amendements encore. Je pense qu'il faut être un tout petit peu raisonnable. Monsieur Benz, pour le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes donc à l'article 2 sur la définition de l'aide à mourir. Donc nous voilà en fait à nouveau sur ce fameux débat sémantique qui est fondamental. Ce qu'on demande simplement, c'est qu'il y ait un débat dans un esprit à la fois de vérité, qui corresponde à des réalités et qui finalement soit dans la transparence. Parce que sur les termes du débat, malheureusement, nous avons perdu les Français. Alors je me permets de rappeler ce sondage Elena Santé de début avril dernier qui pose la question aux Français: connaissez-vous la différence entre les termes aide à mourir, euthanasie et suicide assisté? Entre ceux qui répondent non et ceux qui répondent approximativement, c'est 89% des Français. Donc il y a une confusion généralisée dans l'esprit des Français. Alors, pour être plus clair, plus précis, je vous repose, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, une question précise. Lorsqu'on s'administre, qu'on s'auto-administre une substance létale, donc dans son corps, un corps vivant, dans l'intention d'en donner la mort, en quoi n'est-ce pas un suicide assisté soit-il? Je pense qu'il faut tout simplement dire la vérité aux Français. Je vous remercie.
Dans l'hémicycle, les questions sont nombreuses, y compris parmi les soutiens de la proposition de loi. Jusqu'où faut-il aller? Faut-il ouvrir l'aide à mourir à un plus grand nombre de patients ou bien au contraire fixer des critères très stricts? Au fil de la séance, les idées se confrontent, le débat est intense. Alors nous sommes, collègues, sur le point d'ancrer dans le Code de la santé publique la dernière des libertés, la dernière des dignités, celle de pouvoir être maître de soi-même jusqu'à ses derniers instants, le droit de recourir à l'aide à mourir dans un cadre précis. Il s'agit de répondre à une demande de la société réitérée par la Convention citoyenne. L'ouverture d'un droit à l'aide à mourir sera une nouvelle étape dans le processus qui a permis au cours des 20 dernières années de mieux reconnaître le droit des patients, de renforcer le respect de ses choix et de sa dignité. Il s'agit aussi de mettre fin à l'une des inégalités les plus injustes qui contraint des personnes en fin de vie souhaitant mettre fin à leur souffrance à, si elles en ont les moyens, partir en Suisse ou en Belgique, ou pour les moins fortunés, soit recourir à des pratiques clandestines, soit à subir une longue et douloureuse agonie. Écoutons ce que disent nos concitoyennes et concitoyens, répondons-leur en leur ouvrant ce nouveau droit, en établissant un cadre sécurisé pour les patients et les soignants. J'alerte ici sur la volonté du gouvernement de revenir et de supprimer le choix entre auto-administration et administration par le professionnel de santé. Le libre choix, le libre arbitre de la personne doivent guider nos considérations. Je vous remercie. Madame Océane Godard, pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, tout d'abord, je souhaitais préciser, Monsieur le Président, que tout à l'heure, lors du premier article, notre collègue, et à juste titre, Monsieur Potier a exprimé sa position, mais que ce n'était pas celle du groupe socialiste, puisque nous avons bien, et je l'ai dit à la tribune encore l'autre jour, que nous avons une liberté de vote au sein de notre groupe. Et c'est important en tout cas de respecter cela, et je m'appuie sur les propos de Monsieur Monnet tout à l'heure, pour que notre débat soit le plus juste possible et reflète de manière très juste ce que chaque groupe pense. Je voudrais dire effectivement un mot sur cet article 2 qui est central. C'est l'article qui est au cœur finalement de cette proposition de loi. Cet article 2 définit le droit à l'aide à mourir comme celui qui consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale afin qu'elle se l'administre ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. Alors oui, c'est un nouveau droit, cela a été exprimé par ma collègue juste avant, et nous avons déjà, j'ai envie de le dire comme cela, nous avons déjà trop entendu le fait que cette loi puisse, je cite, de pousser à donner la mort, pousser les gens à mourir. Pardon, mais non, en fait, cette loi ne donne pas la mort, parce que cette loi, ce n'est pas n'importe quoi, elle a été pensée, elle a été travaillée depuis des années, elle s'appuie aussi sur des faits, sur les paroles, les ressentis des malades, des familles, des soignants, et je crois que c'est cela que nous devons respecter. Il y a des conditions cumulatives, ce sont des décisions collégiales prises par des professionnels, et puis elle est aussi issue, cette décision, d'une volonté libre et éclairée de femmes et d'hommes qui ont des souffrances réfractaires insupportables. Et ça, je ne l'entends pas dans les propos, en fait. Ce n'est pas au cœur. Et c'est là où on a une inversion, en fait, des arguments et des arguments qui sont au cœur de nos réflexions et de nos expressions. C'est que c'est la souffrance qui guide nos travaux et notre travail ce soir. Merci. Juste une toute petite précision sur ces inscrits à l'article. C'est le règlement de l'Assemblée qui précise qu'il y a un inscrit par groupe. Et donc, je prends le premier qui lève la main. Si les groupes veulent se concerter d'abord pour savoir qui parle pour le groupe, organisez-vous entre vous. Je vous remercie. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce qui est en jeu pour cet article 2, c'est effectivement la question de la terminologie.
En l'occurrence, lorsque l'on parle d'un droit à l'aide à mourir, en réalité, on a déjà opéré en quelque sorte un glissement. Et c'est ce glissement qui interroge. Le glissement, c'est le suivant, c'est que tout au début, on évoquait le fait qu'on allait s'adresser à des situations où les personnes étaient en fin de vie, c'est-à-dire qui allaient mourir. Or, en fait, on voit bien que le glissement, c'est que de plus en plus, ce texte, en fait, s'adresse à des personnes qui veulent mourir. Et donc là, on n'est plus exactement dans le même cadre. Et puis ensuite, on a aussi les termes mêmes qui sont utilisés. D'autres collègues l'ont dit. En réalité, je reprends simplement ce que disait l'étude d'impact du texte qui avait été débattu lors de la précédente législature. Plus d'une centaine de fois, le terme euthanasie a été utilisé dans cette étude d'impact. Le Conseil d'État, en 2024, donc il y a un an, 13 fois le mot euthanasie. L'étude d'impact, toujours, a utilisé 29 fois le mot suicide assisté. Le Conseil d'État l'utilise 10 fois. Et donc la question que je me pose, pourquoi est-ce qu'on refuse ces termes? Alors on a eu ce débat en commission, Olivier Falorni réfute la possibilité de recourir au terme d'euthanasie, mais vous voyez bien que nous avions même... Je n'étais pas favorable ex ante à cet amendement, mais un amendement consistait à dire est-ce qu'on ne devrait pas parler d'aide active à mourir, pour faire le distinguo simplement avec l'aide à mourir, puisque c'est ce que font les professionnels en soins palliatifs en permanence. Et vous voyez bien que, à force de ne pas nommer les choses, et vous le savez, en fait, vous le savez, chers collègues, ne pas nommer les choses contribue au malheur du monde. Il faut que vous l'entendiez. Ne pas nommer les choses comme elles devraient l'être, en réalité, est extrêmement dangereux. Et ça nous amène dans une direction qui nous pose problème. Il faudrait à minima nommer les choses. Alors pourquoi ne parlons-nous pas de suicide assisté? Je vous remercie. Madame Danielle Simonet, pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Cet article 2 instaure le droit à l'aide à mourir en autorisant l'administration d'une substance létale, avec des conditions très strictes, nous le verrons par la suite du texte, pour les personnes qui subissent des souffrances réfractaires à tout traitement, que les soins palliatifs n'arrivent pas à soulager et dont le pronostic vital est engagé. En phase avancée ou terminale, on débattra toutes ces conditions. Alors j'entends que pour certains qui s'opposent à l'inscription de ce nouveau droit, ils mettent d'abord un débat sur le terme. Il faudrait parler d'euthanasie. Finalement, je retrouve le débat de nos aînés concernant le droit à l'avortement, qui d'ores et déjà à l'époque disaient l'avortement, finalement, c'est l'euthanasie des bébés. C'était même les mêmes choix de termes pour bien indiquer qu'il fallait absolument rejeter. Eh bien, moi, je vais vous faire ce parallèle. Oui, avec le droit à l'avortement, nous avons arraché une grande victoire, nous les femmes. Mon corps, mon choix nous appartiennent. Et avec ce droit de l'aide à mourir, eh bien, c'est hommes et femmes, toute notre humanité entière, qui allons gagner finalement ce droit de dire « ma vie, ma mort m'appartiennent ». Cette ultime liberté. C'est pour ça que pour moi, c'est une loi extrêmement importante. Parce que actuellement, la loi Gleonetti, elle instaure finalement le droit au laisser mourir. On arrête l'alimentation et l'hydratation, et c'est la sédation profonde et continue, avec l'intention de conduire jusqu'au décès. On ne sait pas ce que le patient ressent. Cela peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines parfois. Et puis, on n'est pas toutes et tous adaptés à des situations qui peuvent permettre d'avoir recours à la loi Claes-Leonetti. Moi, je ne sais pas comment vous pensez votre mort, j'ai beaucoup de mal à penser la mienne, mais je pense qu'on a tous été confrontés à des gens autour de nous, ou bien à des gens autour de nous qui vont y être confrontés. Moi, je nous souhaite à tous une mort douce, la plus douce possible. Mon père, il est parti en novembre, et il n'a pas souffert. Il n'a pas souffert, il n'a pas eu d'angoisse. Je nous souhaite d'être dans cette situation-là. Mais vous savez comme moi qu'on ne sera pas tous confrontés à cela, que nos concitoyens, concitoyennes ne seront pas tous confrontés à cela. Alors, je terminerai par dire, instaurons ce droit, cette ultime liberté qui ne retire rien à celui ou celle qui ne souhaite pas en user. Espérons que les progrès de la science seront qu'on sera peu à vouloir nécessiter de l'user. Je vous remercie. Nous en venons aux amendements de suppression à l'article. Le numéro 4, M. Zitzenstuhl.
Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. C'est un amendement de suppression de cet article. Cet article est assez fondamental puisque c'est la définition de l'euthanasie et du suicide assisté. J'assume le fait, et je réponds par cette voie-là aussi au collègue Monnet, j'assume le fait d'avoir déposé beaucoup d'amendements de suppression. Et chers collègues, l'amendement de suppression fait partie de la palette qui est à la disposition de tous les parlementaires pour précisément susciter, provoquer du débat. Et je pense que sur tous les bancs, sur tous les textes, nous en faisons un usage lorsque nous considérons qu'il y a des points extrêmement importants qui doivent être discutés. Ensuite, nous sommes en avance dans le débat. Je veux encore le rappeler. On entend dire qu'il y aurait de l'obstruction. Nous sommes allés plus vite que nous le pensions sur le précédent texte. La feuille verte a été ouverte de façon très extensive. Je suis député à 500 km d'ici. Je suis un député de province. J'ai annulé 2 week-ends complets de manifestations, comme j'imagine beaucoup de collègues. Tout ça pour dire qu'il n'y a aucune volonté d'obstruction, il y a juste la volonté que nous ayons le débat. Et nous avons suffisamment de temps pour avoir un débat approfondi. Cet article 2, je m'y oppose parce qu'il est d'une part, bon, bien sûr, pas clair sur les termes, on l'a déjà dit. Il va aussi, en réalité, profondément déstabiliser le corps médical puisque, pour l'instant, il prévoit qu'un médecin ou qu'un infirmier pourra tuer des malades. C'est ça qui est écrit, chers collègues. Il faut aussi voir la réalité en face. Et pour ceux qui auraient un doute, lisez bien l'alinéa 7 de l'article 2, on aura l'occasion d'en parler, puisque l'alinéa 7 de l'article 2 prévoit une irresponsabilité des médecins et des infirmiers qui auront à accomplir ce geste précisément parce que c'est un geste qui vise à tuer des gens. Je vous remercie, Monsieur Zinstuhl. Monsieur Hetzel pour le numéro 7. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, on va rentrer progressivement dans la définition des termes juridiques. Et en fait, le Conseil d'État, dans les préconisations qu'il a effectuées, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une définition claire des actes tels qu'ils seront pratiqués. Et là où il y a un débat, c'est que nous constatons la volonté d'inscrire en fait le suicide assisté et l'euthanasie dans le Code de la santé publique. Ça aussi, ça interroge. Pourquoi ça interroge? D'abord parce que ce qui est inscrit dans le Code de la santé publique est considéré comme relevant des soins. Et donc, on peut comparer notamment. Regardez ce qui s'est fait à l'étranger. Regardez les autres législations, comment elles se sont mises en place. Soit ce sont des législations autonomes, c'est-à-dire qui ne se réfèrent pas au Code de la santé publique, ce qui est le cas de l'Autriche, de la Belgique, de l'Espagne, du Luxembourg, du Québec. Ou alors, ce sont des législations qui vont aller modifier un certain nombre d'éléments dans le Code pénal, puisque en réalité, il y a des questions qui interfèrent avec l'homicide. Et donc, c'est le cas, par exemple, de ce qu'a fait le Canada ou les Pays-Bas. Et en fait, lorsqu'on prend ces exemples étrangers, il y a un point commun pour toutes ces législations, c'est qu'elles n'ont à aucun moment été considérées comme un soin à l'étranger. Et donc la question qui est quand même extrêmement présente, pourquoi nous, en France, alors que nous pourrions nous inspirer de ce qui s'est fait à l'étranger, pourquoi voulons-nous inscrire cela dans le Code de la santé? Véritablement, ça interroge. Et en tout cas, je trouve ça troublant parce que cela contribue à considérer que l'on rentre dans une dimension médicale. Or, c'est là aussi imposer quelque chose au corps médical dont je ne suis pas certain que collectivement nous soyons amenés à devoir le faire. Merci, chers collègues. Pour le numéro 114, quelqu'un le défend? Je ne crois pas. Le 178 non plus. Madame Gruet, le 516. Merci, Monsieur le Président. L'objet de cet article est de définir la notion d'aide à mourir telle qu'elle sera retenue par le législateur. Cela englobe 2 situations, l'auto-administration d'une substance létale par la personne elle-même ou son administration par un médecin ou un infirmier. Dans le premier cas, il s'agit d'un suicide assisté. Dans le second,
il est question d'euthanasie. Or, cet article ne nomme pas expressément l'objet même de cette proposition de loi. Et je tiens quand même à signaler que c'est au sein de cet article-là qu'on a eu le premier point de déséquilibre du texte, avec la suppression en commission des affaires sociales de l'incapacité physique de la personne. Le premier élément que je souhaitais développer, c'est cette notion de sémantique. Vous l'aurez compris, j'aurai un certain nombre d'amendements pour introduire la notion d'active à aide active à mourir. Et sachez quand même que l'euthanasie et le suicide assisté revêtent cette codification internationale qui fait que c'est communément... en Belgique, on fait l'euthanasie et en Suisse, on fait le suicide assisté. Deuxième chose, comme l'a dit Patrick Hetzel, aucune autre législation étrangère n'a inséré ça dans le code de la santé. Ce sont des lois autonomes. Madame Simonet, pour revenir sur l'IVG, le subtil... Elle n'est plus là. Le subtil équilibre du texte sur l'IVG, c'est cet équilibre entre les droits et la liberté de la maman et la protection du bébé. Et là où on a un déséquilibre, au-delà des critères qui peuvent être sélectionnés, c'est que les patients n'auront parfois pas le choix. Ils auront un manque d'accès aux soins et de dépistage précoce, un accès de soins palliatifs, et le seul choix qu'on leur donnera, c'est d'avoir recours à l'aide active à mourir. Et en cela, on ne peut pas faire la comparaison parce que le texte n'est plus équilibré. Et enfin, à mon sens, c'est un aveu de faiblesse de choisir cette voie par facilité, comme je vous l'ai dit, au lieu de se doter des moyens nécessaires d'un accès aux soins sur l'ensemble du territoire, que d'ouvrir ce droit qui amènera à une rupture anthropologique. Je vous remercie. Monsieur Potier, c'est à vous. Et Monsieur le Président, vous avez rappelé les règles tout à l'heure, et je voudrais le dire avec totale solidarité, respect, amitié avec le groupe socialiste. Les faits sont, et c'est tout à fait normal en termes de démocratie, les faits que je ne pourrais pas m'exprimer ni sur les inscriptions, ni même dans les réponses, par respect pour ce qu'est la dynamique du groupe, mais je ne voudrais pas que ça soit perçu comme une lâcheté. Je trouve que c'est la seule regret que j'ai, c'est pas en mon nom, ça compte peu finalement, c'est qu'il y a eu des voix importantes, Pierre Dharréville, André Chassaigne et d'autres qui se sont exprimés pour dire qu'à gauche, on pouvait être contre l'euthanasie pour des raisons de gauche et que j'aurais peu de mots pour le dire. Donc je vais essayer de les trouver les meilleurs possibles. Ici, je voudrais simplement redire que c'est bien la fragilisation du commun comme garantie de liberté, d'égalité de la personne qui est menacée, puisque chacun va être sommé de se poser une question pour laquelle la société avait définitivement choisi de trancher. C'était l'interdiction c'était le sauvetage de quelqu'un qui se suicide, c'était l'interdiction de la peine de mort. C'est non pas une morale ou un ordre moral ou une religion, c'est une sagesse d'une civilisation qui progressivement a fait de l'interdiction de la mort une des digues sur lesquelles elle fondait son commun. Et aujourd'hui, chacun va être sommé d'exprimer sa liberté. C'est à mon avis deux illusions. La première, c'est que chaque fois que nous affirmons notre liberté, nous disons quelque chose pour l'ensemble de l'humanité. Donc ça a un impact pour les autres. Ce n'est pas l'ultime liberté, c'est un message que nous envoyons au monde. Et que deuxièmement, ce monde est terriblement inégal et que les plus fragiles, les plus vulnérables seront les victimes de décisions que nous apprêtons à prendre dans ce texte. Dans l'hémicycle, deux convictions s'affrontent. D'un côté, les partisans de l'aide à mourir, de l'autre, ses opposants qui rassemblent députés de droite et du Rassemblement national qui ont déposé une multitude d'amendements pour modifier la loi. La mal nommée aide à mourir, c'est le suicide assisté ou le suicide délégué à une tierce personne, en l'occurrence dans le texte à un soignant. Pour nous, cela, c'est une forme de démission dans le soin du corps et de la vie. C'est une forme d'aveu d'échec. Et plus grave, c'est une forme d'abandon à la fois des malades, des souffrants. Si nous voulons supprimer cet article 2, c'est parce que nous voulons, en définitive, supprimer la possibilité de la mort provoquée de manière intentionnelle et de manière délibérée. Alors je le redis, notre position est simple, c'est la protection de la vie à tout prix. Car lorsque les souffrances sont trop insupportables, lorsque la douleur est finalement inacceptable, je le dis et je le redis, c'est précisément la douleur qui doit disparaître, mais jamais la vie humaine. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Bazin, pour l'amendement suivant. Merci, Monsieur le Président. Cet article 2 vient donc créer le droit d'administrer une substance létale avec l'intention de provoquer la mort. Je ne sais pas si on en mesure l'impact. Et alors,
ce serait pour soulager des souffrances. Mais est-ce que c'est la bonne réponse pour ceux qui souffrent, sans être pour autant en fin de vie, puisque les critères envisagés ne prévoient pas l'engagement du pronostic vital à court terme? Finalement, comment répondre à la personne qui souffre? Et c'est la question posée à notre système de protection sociale, c'est la question posée à notre société. Et c'est bien cela qui doit nous préoccuper. En le soulageant, bien sûr, pas en l'éliminant. D'ailleurs, quand on met en place les soins palliatifs, la demande de mort disparaît dans l'immense majorité des cas. Et là, notre responsabilité est immense. Et je voudrais dire, cet article pose beaucoup de questions, mais la première, elle est éthique. Tant que les soins palliatifs ne sont pas accessibles à tous et partout, et le titre qu'on a voté pour la précédente proposition de loi, tant que ce n'est pas rendu effectif, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité? Et Annabelle Degré-Duloup, lors de son audition par la mission d'évaluation de la loi Claes-Leonetti en 2023, m'avait vraiment marqué. Elle avait dit ceci: faire avancer vraiment l'accompagnement de la fin de vie pour tout le monde, et donc faire avancer de manière majeure nos soins palliatifs, va prendre énormément de temps, d'argent, de volonté. Si on fait ça en parallèle, il sera plus facile de laisser les personnes choisir de mourir vite. Par ailleurs, elle poursuivait en s'interrogeant sur la nature du choix. Mais quelle est la liberté derrière ce choix? Pour qu'il y ait autonomie et liberté, il faut que les différents termes du choix soient possibles. Si un terme est davantage possible que l'autre, voire que l'autre terme n'est pas possible du tout, ce n'est plus un choix. Le deuxième aspect, c'est, avec cet article, est-ce qu'on ne va pas acter une rupture anthropologique majeure obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines? Et peut-on admettre finalement que la vie de certaines personnes n'est pas ou plus inviolable? Et quelles seraient d'ailleurs les conséquences pour les personnes fragiles, vulnérables d'un tel glissement? N'est-ce pas plutôt d'ailleurs le regard que chacun de nous pose sur une personne malade? Et je conclus ainsi. Le professeur Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l'espace éthique de la PHP de l'automne-hiver 99-2000 que, je cite, « La dignité est dans le regard que l'autre adresse à celui qui souffre ou jouit, dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné, condamné à mort 2 fois par sa maladie et par l'autre. » Monsieur Trébuchet. Merci, Monsieur le Président. Je vais formuler la défense de mon amendement de suppression sous la forme d'une question que je vous adresse, Madame la Ministre, parce que je vais reprendre ce qu'a dit notre collègue Potier sur la question du commun, sur lequel je trouve qu'actuellement, on n'a pas obtenu de réponse. Ce sur quoi nous alertons, c'est que quand on ouvre une nouvelle liberté individuelle, ça a nécessairement un impact sur tout le reste du corps social. Et l'évolution des législations dans les autres pays a bien montré que les taux de croissance de l'euthanasie étaient assez conséquents, que l'élargissement des critères était lui aussi conséquent, et le rapport de l'ONU, je le répète, sur la situation au Québec a alerté sur le fait que l'euthanasie est trop proposée comme une solution à des personnes pauvres qui sont en difficulté sociale ou médicale. Donc, quand on voit que ces dérives arrivent là, que répondez-vous à cette question sur le fait que l'ouverture d'une nouvelle liberté individuelle a un impact sur le commun? Et compte tenu de ce risque-là, comment expliquez-vous vouloir aller aussi vite sur cette loi-là sans auparavant avoir donné accès à l'ensemble des Français aux soins palliatifs? Merci pour vos réponses à ces 2 questions, Madame la Ministre. Je vous remercie. Monsieur Peu. Il n'est pas là. Pardon. Madame Roy non plus, pas défendu. Madame Mansouri, Monsieur Joly, le suivant n'est pas défendu. Le 2457 n'est pas défendu. Monsieur Juvin. Merci, Monsieur le Président. L'article 2, que je vous propose de supprimer parce qu'il est insuffisamment bien écrit, est un article important, c'est un article de définition. Et pourquoi est-ce important? Parce que les définitions permettent l'intelligibilité de la loi. Et l'intelligibilité de la loi n'est pas une petite affaire. C'est un principe à caractère constitutionnel. Il y a des décisions du Conseil constitutionnel qui ont censuré des lois de 1999 et 2005 au motif d'une mauvaise intelligibilité de la loi. Or, cette loi ne dit pas le mot euthanasie. Cette loi ne dit pas le mot suicide assisté. Pourtant, le Conseil d'État l'utilise 13 fois pour euthanasie, 10 fois pour le suicide assisté. Pourtant, l'étude d'impact de la loi, qui est obligatoire et qui rend intelligible la loi, utilise 101 fois le mot euthanasie, 29 fois le mot suicide assisté. Et donc, partout,
l'étude d'impact, indispensable à la création de la loi, le Conseil d'État, indispensable à la création de la loi, utilisent des termes que vous refusez d'utiliser. Nous avons un problème, et je vous mets en garde, de contrôle constitutionnel de la loi que nous apprêtons à voter parce qu'elle n'est pas intelligible. Elle est si peu intelligible que nous irons, tout à l'heure, nous le dirons un instant, on utilise le mot mort naturelle, on utilisera le mot mort naturelle pour définir la mort après euthanasie. Donc on ne dit pas absolument pas les choses. Et je pense que nous avons un danger de censure constitutionnelle. J'ajoute, et je termine, Monsieur le Président, sur cette question, que Monsieur le rapporteur, vous avez dit que, j'ai cru avoir compris, vous avez justifié la volonté de ne pas dire les choses en disant « mais dans d'autres pays, ce n'est pas utilisé ». Nous avons vérifié. Dans d'autres pays, les mots euthanasie et les mots suicide assisté sont utilisés. Donc, voilà, je vous ai mis en garde. Nous avons une question d'ordre constitutionnel. La loi n'est pas intelligible, elle n'est pas claire, et en cela, elle ne répond pas aux critères que le Conseil a décidé d'imposer aux législateurs. Je vous remercie et je vous annonce que sur les amendements 4 et identiques, je suis saisi par les groupes Rassemblement National et LFI-NFP une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de la... Pourquoi d'abord je ne souhaite pas que l'on utilise le mot euthanasie? Vous savez, il y a des mots qui ont une belle étymologie. Le mot euthanasie, c'est une belle étymologie. Ça veut dire en grec « belle mort ». Mais vous savez, il y a des mots aussi qui sont souillés par l'histoire. Oui, il y a des mots qui sont souillés par l'histoire. Je me souviens, l'année dernière, nous étions en pleines élections européennes et j'avais demandé à chacun ici d'entre vous lequel est prêt à mettre dans son programme aux européennes qu'il veut soutenir la collaboration franco-allemande. Qui écrirait « Nous voulons la collaboration franco-allemande dans un programme » ? L'amitié franco-allemande, la coopération franco-allemande. Et puis, je vais faire d'actualité, parce que ça, c'était l'année dernière. Monsieur Hetzel, vous dites que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, comme disait Albert Camus, de façon apocryphe d'ailleurs, hein, il n'a jamais dit ça. Mais monsieur Hetzel, alors, on va parler de vocabulaire, monsieur Hetzel. Pourquoi ne voulez-vous pas utiliser, vous aussi, un certain nombre de mots qui sont utilisés par le Conseil d'État, par les cours de justice, par toutes les institutions internationales? Je ne veux pas rentrer dans le débat. Pourquoi vous ne voulez pas parler d'islamophobie? Pourquoi vous ne voulez pas parler d'islamophobie? Pourquoi vous récusez ce mot? Je ne vais pas rentrer dans le débat, pour ou contre. Mais vous considérez que l'islamophobie est un terme connoté. C'est M. Retailleau qui l'a dit. Alors, vous n'arrivez pas à prononcer ce mot qui est utilisé par le Conseil d'État. Alors, quel rapport? Le rapport, il est très clair. Il est très clair. Alors, je sais que ça vous dérange. Je sais que ça vous met en grande difficulté. Mais si. Alors, vous me dites oui, mais ailleurs, on utilise le mot euthanasie et le mot suicide assisté. Alors écoutez, au Canada, la loi s'appelle « Loi sur l'aide médicale à mourir ». Aux États-Unis, en Oregon, loi sur le choix de fin de vie. En Californie, loi sur l'option de fin de vie. En Australie, loi sur l'aide médicale à mourir volontaire. En Nouvelle-Zélande, loi sur le choix de fin de vie. Au Portugal, loi sur la mort médicalement assistée. En Autriche, et croyez-moi en Autriche, ils n'ont jamais envisagé d'utiliser le mot euthanasie. Et vous savez pourquoi? Eh bien, en Autriche, ils l'ont baptisé loi sur la déclaration de volonté de mourir. Et sur l'euthanasie, excusez-moi, je vais avoir quelques propos un petit peu graves. Parce que je n'évoquerai pas les insultes que je reçois chaque jour, Falorni égale euthanasie égale euthanasie. Je ne suis pas là pour me plaindre et vous savez, de toute façon, ça me laisse totalement indifférent et chaque insulte est pour moi un encouragement supplémentaire. Mais mes chers collègues, je veux quand même vous rappeler
que le mot euthanasie, et vous pourrez faire tous les rappels au règlement, Monsieur Juvin, que vous voulez. Je vous rappelle que le mot euthanasie a été utilisé à partir d'octobre 1939 par Adolf Hitler pour engager le programme T4, qui était une politique de meurtre de masse ciblée. Ils ont appelé ça la politique d'euthanasie. Et cela aboutit à entre 200 et 300 000 personnes handicapées, tuées, assassinées. J'espère que vous n'envisagez pas que nous avons les mêmes intentions. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'espère que ce n'est pas le cas. Donc, si nous ne voulons pas utiliser le mot euthanasie, c'est parce que ce mot a été souillé par l'histoire. Les nazis ont souillé ce terme et nous n'en voulons pas. Pourquoi nous ne voulons pas? Pourquoi nous ne voulons pas, enfin, le mot suicide assisté? Parce qu'il crée une confusion. Parce qu'il crée une confusion avec le combat que nous menons toutes et tous ici contre le suicide, pour la prévention du suicide. Et nous ne voulons pas cette confusion. Mais j'allais dire, l'Observatoire national du suicide, qui est tout sauf une officine pro-euthanasie, et qui a publié un rapport en février 2025, et qui dit, en regardant les législations à l'étranger, je cite l'Observatoire national du suicide, « On ne semble pas observer des effets de report des suicides vers les dispositifs d'aide à mourir dans les pays où ceux-ci ont été légalisés ou autorisés par la jurisprudence. Lorsque l'aide active à mourir existe, oui, parce que je lis, ben oui, mais effectivement, il y a des lois à l'étranger, on parle d'aide active à mourir. Je vous confirme, Madame Gruet. Lorsque l'aide active à mourir existe, toutes les demandes sont loin d'aboutir et, dans certains cas, la possibilité de recourir à l'aide à mourir permet un début de prise en charge du mal-être, ouvrant une perspective certes contre-intuitive de prévention du suicide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire national du suicide en février 2025. Alors, vous pourrez continuer à vouloir utiliser en permanence ce mot d'euthanasie qui a été souillé par l'histoire, d'utiliser en permanence le mot suicide assisté qui crée en permanence la confusion. À titre personnel, je m'y refuserai. Voilà, c'est chacun évidemment son point de vue, chacun sa conception, mais en tout cas, vous en connaissez désormais les raisons. Le terme d'aide à mourir est un terme très clair, très précis, et la définition qui va avec dans la loi l'est tout autant. C'est pour cela que je m'opposerai fermement à tous ces amendements. Une question essentielle est au centre de la discussion. Quel choix laisser au malade? Doit-il s'administrer lui-même la substance létale ou bien demander l'aide d'un tiers pour le faire? Cette question majeure divise l'hémicycle. Certains voudraient aller plus loin, d'autres mettent en garde contre certaines limites à ne pas franchir. Le gouvernement et différents rapporteurs s'étaient engagés à maintenir une forme de cadre très spécifique, très ferme sur le suicide assisté, sauf exception liée notamment aux difficultés à avaler, à s'auto-administrer le produit létal. On est avec désormais cette écriture du texte dans une interprétation beaucoup plus large qui vise tout simplement à légaliser l'euthanasie au sens large. Nous, ce que nous proposons avec cette suppression que nous vous proposons par amendement, c'est de revenir à l'origine de ce texte, parce que la sédation profonde et continue jusqu'au décès est instituée par la loi Claeys-Leonetti et qu'elle peut s'appliquer à ces patients. Je vous remercie. Un principe de liberté quant aux modalités d'administration de la substance létale. Principe de liberté ne veut pas dire anarchie ou chaos. Principe de liberté veut dire par cohérence que si on estime que l'individu est libre de décider de sa fin, alors il est libre d'en décider le moyen. En l'espèce, nous proposons que le choix entre l'auto-administration et l'administration par un tiers, c'est-à-dire un soignant qui sera volontaire pour le faire, et non pas, comme on a pu l'entendre, je ne sais quel soignant qui arriverait comme ça dans la rue et serait mis au service de... Non, on vous explique depuis le début qu'il y a une clause de conscience. Donc, cette rencontre entre une personne qui demande l'aide à mourir et un soignant ou une soignante qui est disposé à l'aider doit être laissée au libre choix de celui ou celle dont c'est le dernier acte. C'est à la personne
bénéficiaire du droit à mourir de choisir qui lui administre la substance létale, elle-même ou une personne qui est qualifiée pour le faire. Parce que sinon, collègues, ça veut dire qu'on restreint la liberté au régime des capacités. C'est d'ailleurs le sens de l'amendement du gouvernement qui arrive après et auquel nous nous opposons vivement. La liberté humaine ne doit jamais être une histoire de capacité. Ça, c'est un principe, je pense, de base de la République et des droits fondamentaux. C'est que l'individu doit être en capacité de choisir indépendamment de son destin biologique ou de ses capacités immédiates. Donc, il va falloir choisir. Ce dernier acte, pour nous, doit appartenir à l'individu. C'est quelque part le dernier acte de son libre choix et nous sommes bien dans le respect de l'autonomie du patient. Cela permet de garantir qu'il s'agit d'un acte personnel du patient, ce qui répond d'ailleurs aux craintes de celles et ceux qui se posent la question du discernement. Mais là, on a d'autant plus une preuve de discernement que c'est le patient qui s'auto-administre le produit et donc on a bien là à l'ultime étape la notion de discernement. Le principe, c'est celui de la solidarité. Pourquoi le principe de la solidarité? Parce que le patient, à ce moment-là, qui s'auto-administre, est accompagné d'un soignant, ce qui veut donc dire qu'il y a bien à ses côtés un soignant, de façon à ce s'il a le moindre problème, il n'est pas seul, il est accompagné par un soignant. C'est donc une garantie non seulement pour le patient, mais c'est également une garantie pour le soignant. Et là, nous sommes typiquement dans le respect de la clause de conscience du soignant, et on montre au soignant qu'effectivement, il est accompagnateur, mais que le geste est effectué par le patient. L'auto-administration, ça n'est pas abandonner le patient puisqu'il est accompagné, surveillé jusqu'au bout et ça c'est pour moi un des points majeurs, l'intervention du soignant doit être l'exception et justifiée par l'incapacité physique. Et là, je réponds à Monsieur Clouet, on ne restreint pas la liberté, puisque si le patient ne peut pas s'administrer, à ce moment-là, effectivement, mais on est dans une notion d'exception. Et c'est là où nous avons une lecture différente. La position du gouvernement, c'est de dire le principe, c'est l'auto-administration, l'exception, c'est l'accompagnement, là où vous voulez dire que finalement, il y a liberté de choix. Nous sommes donc dans une démarche tout à fait différente. Moi, je considère que c'est vraiment un acte de souveraineté sur sa propre existence du patient en cohérence avec le principe fondamental du droit au respect de l'autonomie et du consentement libre et éclairé. Donc, on a là vraiment une démarche très importante du patient qui, effectivement, on est bien tous conscients du contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes face à un patient qui est en fin de vie, un patient qui a des souffrances réfractaires, qui a décidé qu'il ne voulait pas aller plus loin. Et à ce moment-là, parce qu'il ne veut pas aller plus loin, qu'il a été déclaré éligible, il décide de s'auto-administrer le produit létal. Voilà l'objet de cet amendement du gouvernement. Il y a un moment qui marque ce long débat sur la fin de vie, un moment de forte émotion dans l'hémicycle lorsque la députée Sandrine Rousseau répond au député de droite Patrick Hetzel qui assimile l'aide à mourir au suicide. Au bord des larmes, l'élu écologiste évoque un drame personnel, le cas de sa mère. Monsieur Hetzel, je ne voulais pas en parler dans cet hémicycle, mais vous m'y forcez et donc je vais vous le dire. Ma maman s'est suicidée. Elle s'est suicidée alors qu'elle était en fin de vie parce qu'il n'y avait pas l'aide à mourir. Elle s'est suicidée dans des conditions abjectes. Son agonie a été insupportable, épouvantable. Elle a duré extrêmement longtemps parce qu'elle a fait ce que vous appelez un suicide libre, c'est-à-dire qu'elle a pris dans sa table de chevet tous les médicaments qu'elle avait gardés depuis des semaines et elle les a avalés d'un coup. Et je peux vous dire que c'est pour cela que je milite pour le droit à mourir. C'est pour cela que je vous invite à ne pas voter les amendements de suppression. Parce que ce qui s'est passé lors de sa mort, c'est exactement l'inverse de ce que nous voulons là.
C'est-à-dire que cette loi, elle permet la sérénité, elle permet l'organisation, elle permet de faire en sorte qu'il y ait les proches qui soient à côté et qui tiennent la main des personnes qui sont en train de mourir et qui souhaitent mourir. Et le suicide, c'est tout à fait autre chose. C'est dans une agonie d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour cela que je vous ai dit ça. Je ne souhaitais pas en parler dans cet hémicycle, mais puisque vous m'y forcez, ça n'est pas une pensée totalitaire, c'est une pensée pour tous les proches des personnes qui se sont suicidées. Merci pour... Après une longue discussion en séance publique et beaucoup de débats très nourris mais toujours respectueux, vient l'heure du vote. L'Assemblée nationale va adopter ce 27 mai la proposition de loi sur l'aide à mourir. Le rapporteur général du texte, Olivier Falorni, dont c'est le combat depuis des années, n'a pu retenir son émotion. Votant 561, exprimé 504, majorité 253, pour 305, contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. Merci mes chers collègues d'avoir voté une belle loi républicaine parce qu'elle porte en son cœur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. À ce moment, je pense à tous les malades, à tous leurs proches que j'ai rencontrés depuis plus d'une décennie. Beaucoup ne sont plus là et ils m'ont toujours dit « battez-vous ». Battez-vous, pas pour nous, parce que pour nous, ça sera trop tard. Battez-vous pour les autres, ceux qui viendront. Chers collègues, il est des jours où on sait, il y a des jours dont on sait qu'on ne les oubliera jamais. Je n'oublierai jamais cette journée. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. L'émotion d'Olivier Falorni, le rapporteur général du texte qui crée un droit de demander une aide à mourir sous conditions strictes. Alors vous avez pu voir ou revoir les séquences marquantes du débat à l'Assemblée, débat nourri mais toujours respectueux. Le texte va maintenant aller devant les sénateurs, puis il reviendra, mais ce sera plus tard à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture. Vous pourrez suivre tout cela bien entendu sur LCP. Fin de cet épisode, à très bientôt sur notre antenne pour voir ou revoir un autre grand débat. À bientôt.